Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h, presque 17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin, Kenzo Raoult, il est secrétaire général de la Fondation Santé des étudiants de France. Il est également trésorier et chargé de réalisation à l'Association nationale Les Lycéens. Et il est venu de Paimpol pour être avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de politique ce matin, mais comme j'évoquais l'Association nationale des lycéens, j'avais envie de vous poser la question, comment vont les lycéens, comment vont les étudiants aujourd'hui? On entend beaucoup de choses. Ça va pas fort, hein, on va pas se mentir dès le matin. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de notre association qui demeure la première association lycéenne. Nous avons gagné tous les sièges au Conseil supérieur de l'éducation, le CSE, récemment. Donc c'est une très belle victoire puisque notre intérêt est commun, comme avec d'autres organisations plutôt pas lycéennes forcément, mais étudiantes. On n'a pas toujours les mêmes idées, mais la volonté est la même. Et quand on voit le temps qui est attribué malheureusement aux conditions de vie des lycéens, des lycéennes et des étudiantes, c'est un peu compliqué. Mais on essaye toujours, c'est pas facile, mais on essaye. Voilà, alors nous on essaie d'en parler aussi de cette jeune génération étudiante et qui rentre en politique, c'est votre cas, hein, donc vous êtes déjà venu au micro de la matinale. Alors vous doutez bien que je vais vous interroger un petit peu sur votre ressenti politique du moment. Vous disiez qu'on ne parlait pas beaucoup des lycéens, des étudiants. J'imagine que vous faites référence au monde politique, voilà, qui a d'autres préoccupations, alors même si elles sont importantes, on l'aura compris. J'imagine que vous avez regardé le président de la République avant-hier soir s'exprimer longuement à la télévision chez nos confrères de TF1. Il n'a pas été tellement question, il faut bien le dire, de la jeune génération, des étudiants et peut-être encore moins des lycéens. Je vais pas vous mentir, j'ai pas suivi avec grande assiduité ce rendez-vous. J'étais en train de travailler en même temps. J'ai vu un passage effectivement sur au niveau du niveau de vie des étudiantes et des étudiants. Le président de la République a dit oui, mais vous savez, les APL, les allocations, c'est pas facile, ça met du temps. Bon, ça fait 8 ans qu'il est là. Les problèmes des étudiants, ça fait 30, 40 ans que ça perdure. Je pense que vous aussi, vous l'avez connu quand vous étiez étudiant. Donc c'est pas d'hier. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Bon, maintenant, je pense à celles et ceux comme moi qui vont partir faire leurs études à Paris et qui vont finir dans un 8 mètres carrés à peiner à boucler les fins de mois et à crouler sous le travail et ne pas pouvoir travailler justement en dehors pour pouvoir subvenir à ses besoins, puisque quand on fait une licence parcours ou une double licence, c'est impossible de travailler au vu des horaires. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance, je pense, des politiques, puisque si je veux faire un ratio, c'est important d'investir dans la jeunesse. C'est nous qui allons continuer et peut-être relever le pays vu l'état où il en est. Voilà, on va en parler de cela aussi. La santé des étudiants aujourd'hui, on sait qu'ils ont des difficultés alors pour se nourrir, pour se loger, et puis il y a aussi tout le volet effectivement santé. Les étudiants dorment mal, c'est une étude récente qui est sortie. Est-ce que c'est inquiétant justement le fait que cette jeune génération qui doit succéder à la précédente, hein, ainsi va la vie, se retrouve pas en très bonne forme finalement? Déjà, quand on s'est dit qu'à 15 et 20 ans, c'est déjà compliqué, imaginer la construction d'une vie à partir de ça, où justement il y a déjà des difficultés pour dormir, il y a un taux de suicide qui a extrêmement augmenté, un taux de dépression, c'est la même chose. Dans tout, en fait, c'est une spirale. Hein. Le fait qu'il y ait des mauvaises conditions de vie à l'université, ça fait qu'il y en a chez nous, ça fait qu'il y en a chez eux, et ça continue, c'est une spirale, et donc effectivement ça pose problème. Comment on fait si on n'a pas des étudiants qui sont bien, si on n'a pas un futur qui est bien? Comment on construit l'avenir à partir de ça? Voilà, dans un monde très tourmenté. Vous faisiez allusion à l'université, alors on est un petit peu au-delà des lycéens, là, mais l'université, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, elle est en crise. Il y a des actions, alors on pense à Rennes 2, hein, souvent c'est un petit peu la référence ici en Bretagne et même au-delà, avec ces blocages récurrents et la violence qui est arrivée depuis quelques années. Est-ce que c'est quelque chose là aussi qui vous inquiète? Rennes 2 qui est mondialement connu, je pourrais ajouter Sciences Po, Paris surtout et Strasbourg aussi actuellement. Le but de l'université, c'est d'étudier. On ne peut pas étudier dans de bonnes conditions. Je comprends qu'il y ait des revendications, on peut manifester, voilà. Toutes les idées sont respectables si elles sont justement bien défendues et si elles sont défendues de façon respectable. Or, ce n'est pas le cas. Et quand on voit que l'étudiant, par exemple, une étudiante qui était de confession juive à Sciences Po qui se fait agresser pour sa foi, ou alors à Rennes 2, par exemple, des militants qui penchent un peu plus à droite ou un peu plus au centre même. Donc dès lors, si on ne peut pas avoir une pensée et on ne peut pas étudier correctement, je comprends que le climat universitaire est un peu effrayant et dangereux.
On a pointé d'un point de vue politique beaucoup LFI, ou en tout cas la mouvance extrême gauche, je mets les guillemets, qui s'impose. Est-ce que c'est inquiétant, là, d'un point de vue plus politique, justement, cette tension qui est croissante et justement, là encore, les violences induites, y compris, alors on a beaucoup parlé d'antisémitisme, on en a parlé d'ailleurs ici au micro avec les responsables de LFI qui se sont succédés, qui ont démenti cet antisémitisme, mais il existe réellement là aussi dans la jeune génération, dans l'université, peut-être moins chez les lycéens? Moi, chez les lycéens, on n'est pas encore touché par tout cela, mais on voit déjà des... Malheureusement, bon, ils sont pas de mon bord, mais on a de plus en plus qui rejoignent malheureusement LFI. Effectivement, il y a une manipulation. Je pense pas que l'envie primaire soit d'avoir une haine des personnes juives ou autres. Hein. C'est pareil pour les chrétiens ou même pour les musulmans d'un autre côté. Hein. C'est vraiment tout le monde est dans le même bateau, mais c'est les juifs qui sont plus ciblés par la situation actuelle. Mais quand on voit les députés, on va prendre les deux exemples du Parlement. Le Sénat, qui est très tranquille, que les gens ne connaissent pas vraiment, bon, de facto parce qu'ils ne votent pas pour eux, mais on voit qu'il y a vraiment du travail qui est mené, et on voit à côté une assemblée divisée, où on agite des drapeaux, où on crie, où on tape sur les pupitres, où voilà. Donc comment vous voulez que les gens soient pas violents si même les représentants des gens ne le sont pas? Ça... Je pense aux jeunes militants, les gens qui s'apparentent, hein, qui se disent bon bah voilà c'est mon député, bah je vais faire comme lui. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas en estérisant le débat. C'est qu'il faut travailler ensemble et ça met vers des dérives. Hein. Je pense à LFI, mais il y a pas que. Hein. Et donc malheureusement ça fait un climat qui devient dans tout le pays dangereux en fait. Alors ce climat tendu fait que les Français finalement ont du mal à s'écouter, ont du mal à dialoguer et on a l'impression que ça s'arrange pas finalement. Parfois on lit au détour des réseaux sociaux qui ne sont pas paroles d'évangile, vous me l'accorderez, mais une grande colère qui va vers le président de la République et vous avez vu, je trouve l'ellipse pour vous ramener à cette expression présidentielle. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de cette expression présidentielle à la télévision? Pas grand-chose. Je suis pas très inspiré. Pour vous dire, bon, c'était peut-être pour marquer le coup de ces 8 ans de mandat, je ne sais pas, mais aujourd'hui on a un pays qui est fracturé, qui n'avance plus, on a une assemblée qui est divisée, à l'image du pays même. Ça fait 8 ans qu'il est aux commandes. Il y a eu le loupé de la dissolution. Je soutiens en partie le gouvernement parce que voilà, faut travailler ensemble. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui y sont. Mais la responsabilité oblige justement à travailler puisque c'est le rôle du politique de travailler et d'œuvrer pour la cité au sens plus large du pays. Mais j'ai vu un coup de com' où on répond gentiment en disant que oui, on a raison, qu'il y a trop de normes, qu'il y a trop d'étudiants qui se pendent dans leur studio à Paris, que justement il y a trop d'immigration, que oui c'est dangereux, qu'il y a des gens qui se font tuer, qu'on peut pas rentrer chez soi seul le soir quand on est une femme ou même quand on est un homme. Donc j'ai surtout vu... On peut pas lui reprocher, hein, il est d'accord avec tout. Et moi, j'attends des solutions et des propositions parce que c'est son rôle de chef de l'État. Les commentateurs, là aussi, c'est pas forcément parole d'évangile, ont quand même relevé que le président avait été beaucoup moins pugnace, beaucoup plus, voilà, une forme de fin de règne, si vous me permettez le terme. Est-ce que vous auriez imaginé qu'un jour, le président de la République dise bon, il reste 2 ans, mais je vais pas y arriver, on a un blocage politique, je tourne la page. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable? C'est pas envisageable du tout. On lui a confié une responsabilité, un mandat pour 5 ans, faut tenir jusqu'aux 5 ans. On a une constitution, on a une base, on a un pays qui demeure quand même solide. Donc, à un moment, c'est pas facile, mais il faut se retrousser les manches et aider. Il a déjà eu des difficultés, on va pas les rappeler. Mais il faut qu'il continue. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais même qu'il respecte son projet. Je ne suis pas son soutien, mais quand on est un responsable politique, le principal but est de respecter son projet et de faire son action. Or, il n'a pas l'air très motivé, à ce que j'en vois. On a le sentiment que le président de la République est plus sur la scène internationale. On l'a vu s'impliquer fortement dans ce qui pourrait déboucher sur la paix en Ukraine, en tout cas ces négociations avec les Européens. On pense aussi à la Grande-Bretagne pour essayer de faire un petit peu bloc face à Vladimir Poutine et essayer d'amener tout le monde autour de la table des négociations, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs aujourd'hui. On le voit en Turquie, Poutine ne se déplacera pas et surtout faire en sorte que l'Europe ne soit pas écartée par les États-Unis de ces négociations. Là, on a vu un président très, très pugnace, très, très interventionniste. C'est ce président-là que vous auriez aimé pour les affaires françaises ?
Ah, totalement, c'est une de ses casquettes, hein, le côté international. Et il a tout le côté régalien aussi. Donc je comprends que quand c'est pas facile, on détourne le dos et on trouve un autre sujet qui est un peu plus sympathique. Ben, je m'entends sur sympathique, mais qui est plus facile, plus visible. Voilà, la France est une grande puissance. On va peser au niveau européen. Et j'ai pas trop d'opposition. On est tous d'accord. On va essayer de prendre le leadership. Mais c'est ce qu'il faut faire aussi à l'intérieur. Quand on est chef d'un État, quand on est président de la République, on est responsable le premier des Français. Donc je pense qu'il faut faire à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Et c'est le but. C'est que quand on vote pour quelqu'un, en fait, on vote pour qu'il améliore notre avis, pour qu'il travaille, et pas pour qu'il fasse forcément que de l'international, même si c'est extrêmement important. Et oui, il a beau être pucnasse, quand on voit la crédibilité française un peu amoindrie, je pense aux visites du ministre des Affaires étrangères qui sont, on peut le dire, hein, catastrophiques, où on se fait marcher dessus, par exemple par l'Algérie, hein, qui n'est pas la plus grande de toutes les démocraties, ou même par d'autres pays comme la Turquie. Donc il a beau être pucnasse, le résultat n'est pas là non plus. Donc bon, ce serait bien qu'il ait un résultat sur les deux côtés. Sur l'Algérie, justement, on a l'impression que la France n'est plus entendue, qu'il y a une forme de revanche sur l'ancienne puissance coloniale qui était la France jadis. On n'a pas soldé finalement la guerre d'Algérie. On n'a pas refermé la page, on n'a pas tourné la page de l'histoire. Mais j'ai le sentiment que nous, on l'a passé. Mais je le rappelais, c'est pas une très grande démocratie, l'Algérie. Un État plutôt totalitaire. Donc c'est plus facile de fédérer, vous savez, un État quand vous êtes un dictateur ou quelqu'un de très autoritaire, à travers un ennemi. Bon, il fait de la France. Comment on fait pour travailler justement avec un pays totalitaire qui voue une haine à l'autre pour justement fédérer son pays derrière, qui est extrêmement divisé. Donc je pense aux accords de 68, effectivement, où un accord, c'est quand deux parties le respectent, or ils ne le respectent pas. Donc effectivement, c'est extrêmement compliqué. Mais je veux dire, on n'est pas Andorre, quoi. On est la France. Donc on a la possibilité d'affirmer notre position et de faire comprendre au gouvernement algérien et pas aux Algériens, parce que ce n'est pas eux qui sont responsables en premier lieu, que ça suffit maintenant, qu'il faut travailler ensemble et qu'ils doivent respecter le droit, en fait. Alors, petit clin d'œil pour Andorre. Je sais qu'il y a quelques Bretons en Andorre qui nous écoutent. Alors, je leur fais un petit clin d'œil parce que le président de la République est aussi coprince d'Andorre. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Alors, on revient effectivement à cette crise franco-algérienne ou algéro-française. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a encore une forme de dialogue diplomatique, réduit à sa plus simple expression, mais si demain la crise devait s'envenimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, il faut dénoncer les accords de 68, faut dénoncer les accords commerciaux, on achète beaucoup de gaz à l'Algérie, il faut avoir une position plus coercitive. Déjà, une position commune, ça serait déjà bien avant de voir la réalisation, voir le fond au lieu de voir la forme, déjà, même si la forme est importante. Quand on voit un ministre de l'Intérieur dévoué comme M. Retailleau, qui vraiment... parce que c'est une question de sécurité de vous et moi qui nous baladons toute la journée, et de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc effectivement, le but, c'est d'avoir déjà une position commune au niveau français et européen, puisqu'on est dans l'Union européenne, faut que ça nous serve aussi. Donc effectivement, déjà avoir une position commune en France et en Union européenne pour pouvoir après peser dans le jeu et enclencher les leviers qui sont à enclencher pour peser effectivement sur l'Algérie et mettre une pression et leur faire comprendre qu'il faut revisiter ces accords et qu'on fera ça dans les strictes lois et dans le strict droit. Avec des formes d'ingérence, on a vu on va dire ces barbouzes, hein, on va prendre le terme comme ça, qui sont venus persécuter des opposants algériens sur le territoire français. Il y a eu plusieurs arrestations. S'en est suivi effectivement les expulsions de ressortissants français des ambassades en particulier ou des services de renseignement. Voilà, on a l'impression qu'il y a toujours un cran qui est mis. Puis au milieu de tout ça, il y a Boualem Sansal qui est toujours prisonnier en Algérie, toujours retenu dans les geôles, et qui est malade. Et là, on a l'impression que finalement, bien lui, il est passé au second plan. Ça fait 180 jours aujourd'hui qu'il est emprisonné. Et pourquoi? Parce que c'est un homme libre, qui dit ce qu'il pense, qui n'est pas en accord avec le gouvernement algérien. Donc ça pose un problème humaniste. Est-ce qu'on enferme quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes de santé, qui est un littéraire convaincu, affirmé, et qui a des propos qui sont extrêmement raisonnables, et qui n'est pas d'accord avec un régime totalitaire? Et que fait la France?
Et on voit ce mandat d'arrêt aussi, ces mandats d'arrêt, il y en a 2 je crois, à l'encontre de Kamel Daoud qui est pris en cours, hein, on le rappelle. Il y a une volonté d'attaquer, de faire peur finalement. Exactement, le but c'est de faire peur, mais nous ne céderons pas. C'est plus que malheureux ce qui arrive à ces personnes, et y compris à Boualem Sansal, pour qui on a une pensée vraiment chaleureuse. Mais il ne faut pas céder à ça. C'est l'arme des faibles, des mandats d'arrêt. Et nous, la France, on se doit de protéger justement cette liberté, justement cette démocratie en réalité, puisque le régime totalitaire, pas forcément l'Algérie, mais d'autres arrivent. Et c'est effectivement vecteur, et ça montre en réalité la situation géopolitique dans laquelle on se trouve. Un dernier mot, il y a Bruno Retailleau, vous avez prononcé son nom, on va en reparler tout à l'heure de Bruno Retailleau, mais Bruno Retailleau, qui est un peu la tête de turc des Algériens, du gouvernement algérien, qui souhaiterait bien, enfin qui aimerait bien que finalement le ministre, bien claque la porte, ça les arrangerait bien. On a le sentiment que c'est un petit peu ça l'idée. Moi, je salue l'action de Bruno Retailleau, et d'ailleurs ce n'est pas le seul ministre au niveau européen, mais c'est celui qui fait le plus de bruit à s'opposer à cela et à réclamer justement. Et il ne demande pas la lune en fait. Il veut juste qu'il y ait une égalité dans des accords qui ne sont pas honorés. On ne va pas critiquer de racisme ou de je ne sais quoi qu'on peut entendre à longueur de journée. C'est quelqu'un qui aime son pays, qui défend son pays, qu'on ne soit pas d'accord avec lui ou pas. Il défend les intérêts de son pays. Et justement, je comprends que ça pose problème à certains dirigeants algériens. Et tant mieux si ça fait du bruit justement, parce qu'il faut faire comprendre aux gens qu'il y a vraiment un problème d'ordre libertaire en fait. Alors sur la géopolitique, vous avez prononcé le mot à l'instant, aujourd'hui on voit une grande recomposition, j'allais dire de cette géopolitique internationale. Voilà, on a Donald Trump qui est revenu aux commandes aux États-Unis, je crois que maintenant tout le monde a intégré l'idée, avec une façon de faire de la politique made in Donald Trump, on va le dire comme ça. Et puis il y a encore ces conflits, le conflit au Proche-Orient, la bande de Gaza, Netanyahou. D'un autre côté, on a toujours le conflit en Ukraine, on l'abordait tout à l'heure, on va y revenir parce que aujourd'hui il y a des accords de paix qui vont se négocier en Turquie, Poutine ne sera pas là. Que pèse la France aujourd'hui au niveau international? On a le sentiment qu'elle est un peu effacée, si vous me permettez le terme, elle est un peu effacée de tous les pôles décisionnaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe finalement? On n'a plus de démocratie? Mais on essaye. Il y a une démocratie, mais c'est la règle. Diplomatie, pardon. Diplomatie, bien sûr. Hein, voilà, je rectifie. C'est la règle de la cour d'école qui est très simple. La France, la Grande-Bretagne et le nouveau chancelier allemand pour l'Allemagne travaillent pour la paix, ou du moins les accords de paix et une négociation entre la Russie, l'agresseur, et l'Ukraine, l'agressé, toujours. On voit les États-Unis qui arrivent, qui ont peut-être des plus gros bras que nous, certainement, et qui pèsent plus dans les négociations. Donc il y a un enjeu, en fait, de peser. Et effectivement, on se rend compte qu'on ne pèse pas grand-chose à nous seuls, Français ou Britanniques. Donc je pense que l'Européen convaincu que je suis, de travailler ensemble sur l'Europe, je pense que la question n'est pas si difficile à trancher. On est tous d'accord que pour une paix, on connaît les enjeux, on connaît les raisons, on sait qui soutenir ou pas. Donc je pense qu'il faut avoir une position européenne ensemble. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, avec une part quand même de succès. Je veux bien l'accorder au président de la République, mais il n'est pas tout seul. Et donc effectivement, quand on voit les accords, et je pense à la bande de Gaza notamment, où effectivement il y a un détournement de cette action, c'est une guerre, hein, on peut parler clairement. Mais effectivement, les questions se posent. Qui dirige? C'est plus un monde bipolaire, c'est un monde multipolaire qu'on a aujourd'hui. Donc comment on fait pour s'affirmer dans un monde face à l'Algérie, face aux États-Unis qui sont nos alliés, mais il faut avoir aussi une politique dure vis-à-vis de nos alliés, avoir des accords, pouvoir peser face à eux dans des négociations, comme face à nos ennemis, face à la Chine, face à l'Inde, qui sont nos alliés aussi. Donc c'est effectivement très compliqué, et ça montre la complexité de l'Union européenne d'exister dans ce monde aujourd'hui, et de la France notamment. Alors justement, la France, je ne l'ai pas précisé en commençant, mais vous êtes évidemment proche des Républicains. Voilà, je pense que ça s'était compris, je pense. Voilà. Aujourd'hui, on a une Europe qui est aussi fracturée, alors qui est fracturée dans son fonctionnement, dans sa perception par les citoyens français, par exemple. Beaucoup se tournent vers des partis qui remettent en cause finalement l'Europe. Il faut changer là aussi on parle beaucoup de changer de logiciel, c'est déjà un peu passéiste, mais enfin il faut changer la façon d'appréhender l'Europe, et puis avoir peut-être une approche plus
nationale. Alors quand je dis nationale, je m'explique, c'est-à-dire l'Europe des nations. On entend beaucoup parler de l'Europe des nations. Alors il y a celle prônée par le Rassemblement national, puis il y a celle du général de Gaulle en son temps. Le bon temps du général de Gaulle. Je vais faire un peu de LR, mais il faut débureaucratiser. Aujourd'hui, vous demandez à un citoyen européen, peu importe sa nationalité, comment fonctionne l'Europe. Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne, Parlement européen. On comprend pas. Le but de... Pourtant, quand on construit une piscine à côté de chez vous, quand on construit peut-être un établissement ou quoi que ce soit, il y a une partie qui est financée par l'Europe. Donc effectivement, l'Europe travaille. L'Europe joue un rôle important dans nos vies. Or, il y a une technocratie qui s'est installée et effectivement, il faut simplifier l'Europe. Avoir un Parlement qui légifère, merci, et avec un Conseil de l'Europe, effectivement, avec les chefs d'État, etc. Mais il faut vraiment simplifier et de se dire, est-ce que c'est utile ou pas? Parce que j'ai envie de dire, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et c'est pas qu'au niveau européen, c'est au niveau français et dans d'autres pays encore. On voit qu'effectivement, on comprend pas l'action, comment ça fonctionne. Et le but, c'est de simplifier, justement. Faut pas moins dépenser, comme on entend. Je vais prendre l'exemple de Valérie Pécresse, qui dépense pas moins dans sa région, mais qui dépense mieux. La question, c'est où on met l'argent, pas combien on en met. Bien sûr, ça compte, mais on peut toujours donner autant. Mais il faut avoir une dépense utile et raisonnée. Et je pense que tout ce qui est à Bruxelles n'est pas forcément très utile. Quand vous faites vos huîtres dans la baie de Paimpol, je pense que le bureaucrate de Bruxelles ne comprend pas tout ce que vous faites. Donc je pense qu'il faut être un peu plus proche du réel. Voilà, la question peut se poser. On a vu cette crise aujourd'hui qui touche de nombreux pays européens. Bon, la France, elle n'est pas en forme, on va le dire, au niveau financier. La dette s'accroît toujours. Comment faire pour résorber la dette avec, là aussi, des tragédies. On le voit aussi au niveau des accords commerciaux, la pression des États-Unis. Voilà, comment faire face aux droits de douane, par exemple, qui vont impacter de nombreux domaines, y compris dans le domaine agricole, et ça nous amène à la Bretagne. Mais on pense aussi aux viticulteurs. L'un d'entre eux s'est suicidé il y a quelques jours. Voilà, parce qu'ils n'y arrivaient plus entre les normes et les contraintes. Ça fait beaucoup de choses finalement, ça pèse beaucoup sur les Français et peut-être sur la jeune génération aussi, toutes ces contraintes. Mais bien sûr, aujourd'hui vous voyez les auto-entrepreneurs, il y en a de moins en moins. Il y en a eu certains avec le Covid, mais ça n'a pas marché, il y a beaucoup trop de normes. On va parler au niveau agricole. Je salue l'action d'Annie Genevard qui essaye justement de débureaucratiser un maximum et de simplifier. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de remplir que des papiers, c'est d'être proche de son élevage, de travailler. On ne peut pas travailler dignement aujourd'hui dans ce pays. On est écrasé par les normes, par les taxes. Il faut des taxes, il faut des impôts. Mais on peut diminuer pour après mieux les dépenser. Parce qu'il faut qu'on soit compétitif. Quand on a les États-Unis qui augmentent les droits de douane à côté, quand on a la Chine qui est extrêmement violente au niveau commercial aussi, comme d'autres pays, c'est normal, hein, je ne suis pas là pour accuser. Mais il faut qu'on soit compétitif et qu'on puisse s'en sortir nous-mêmes. Donc il faut prendre des mesures, certes, qui seront compliquées à prendre, qui vont être du temps, mais c'est nécessaire. Et là aussi, vous parlez d'investir, de continuer à investir. On voit aujourd'hui les nouvelles technologies. Alors ça vous parle à la jeune génération aussi. Là encore, c'est pas pour faire du jeunisme, mais voilà, l'époque avance, les technologies avancent aussi. On a le sentiment quand même que la Chine est très en avance, que les États-Unis restent dans la course, mais on a l'impression qu'on est un petit peu bien le petit poussé, nous, l'Europe. Les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. Des amis, Visiblement, bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai. On a vu qu'il y a eu un sommet de l'IA, effectivement. Déjà, c'est un premier pas. Moi, je pose le débat aujourd'hui pour les jeunes qui nous écoutent. Qui n'a pas utilisé ChatGPT pour faire un devoir, pour faire un exercice? Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc, effectivement, il y a l'ancienne génération aussi, un jour. Aussi, visiblement, ça s'est démocratisé. Donc, comment vous voulez innover, comment vous voulez investir? Je pense, par exemple, sur le domaine médical, où il y a vraiment un côté très technologique, avec Sanofi, des marques qui sont parties à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas investir, on ne peut pas travailler à cause de normes, de législation. Je ne parle pas forcément de taxes ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et bien sûr, il faut maintenir un cadre, mais un cadre qui permet de s'émanciper et de travailler et d'investir. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de retard. Et l'IA, c'est pas que pour faire son café, c'est l'armement, c'est tout, c'est le renseignement, c'est ce qui fait un pays aussi. Donc on a extrêmement besoin des nouvelles technologies et d'investir massivement, parce qu'on va pas se mentir, on a les meilleurs
On a les meilleurs en Europe et surtout en France, hein, avec nos universités, beaucoup d'ingénieurs. Il y en a beaucoup qui partent, par exemple, en Inde maintenant ou aux États-Unis. Bah, moi, aux États-Unis, on essaye de les récupérer. Mais effectivement, il faut aider, accompagner l'entrepreneuriat sur le côté technologique ou même dans le côté de tous les jours agricole ou voilà. Alors tout ça avec toujours cette dette qui pèse. Alors comment la résorber, cette dette qui va peser là aussi encore hein, sur vous, sur les jeunes générations. Vous allez finalement nous en vouloir de vous laisser cet héritage très encombrant. Comment arriver à résorber la dette? Est-ce qu'il faut là aussi faire des économies? Je devine déjà un petit peu votre réponse. Est-ce qu'il faut mieux utiliser l'argent? Est-ce qu'il faut faire fonctionner la solidarité nationale? Alors, on entend beaucoup dans les rangs, par exemple, de la gauche, l'idée de taxer les super riches. Est-ce qu'il y a des pistes à explorer ou est-ce que finalement toutes les pistes valent? On n'a pas de baguette magique pour commencer. On a cramé la caisse, c'est un fait. J'entends taxer les plus riches, à peu près. Quand on dit oui, Bernard Arnault, il a 200 milliards. Il n'a pas 200 milliards sur son compte, il ne gagne pas 200 milliards par an, c'est des actions. Donc dès lors, c'est super, on peut les taxer, les 1%, les 0,1%, ça sera sur 3 ans qu'on récoltera de l'argent. Donc c'est pas une solution qui est pérenne. Donc effectivement, il faut faire des économies, mieux dépenser en investissant, on va faire des profits, on va dégager de l'argent. Donc pour rembourser, on ne va pas se mentir, ça va être extrêmement compliqué de rembourser toute notre dette. Le problème, c'est pas d'avoir une dette. C'est le taux de dette qu'on a et le taux des emprunts qu'on a fait, surtout qu'on doit rembourser. Et c'est ce qui coûte très cher aujourd'hui à la France. Les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne sont toutes très endettées. Mais il faut maintenir justement un cap raisonnable. Parce que justement, la dette aussi, il y a l'inflation qui dépend de la dette. Donc c'est un cercle vicieux, il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut faire peut-être se serrer la ceinture. C'est encore difficile à dire puisqu'on se serre la ceinture depuis des années, on le dit. Mais à force de le dire, un jour, il faudra bien le faire. Et effectivement, il faut mieux dépenser et faire des économies, malheureusement, où il faudra en faire. Avec le risque d'explosion sociale, on l'entend, les Français sont à bout aujourd'hui, ils ont du mal au 15 du mois, beaucoup de Français disent, voilà, moi, j'ai plus de sous sur mon compte, parce que j'ai payé le loyer, l'électricité, etc. Là aussi, il va falloir équilibrer avec le social, d'un autre côté, économiser, mais équilibrer avec le social pour pouvoir faire en sorte que les gens ne vivent pas plus mal. Et c'est très frustrant, on se demande où ils sont passés ces 3000 milliards. On a un trou de la sécu qui est énorme, on a des gens qui travaillent qui peinent à s'en sortir, on a des gens qui ne peuvent pas travailler aussi qui peinent à s'en sortir. Et comment on fait je veux dire, le constat est plus qu'alarmant. Donc il faut aujourd'hui effectivement avoir une politique sociale parce que c'est nécessaire. Je vais pas faire du Chirac, mais il faut avoir une politique sociale, c'est extrêmement important quand vous allez chez le dentiste, etc. Mais il y a des dépenses qui sont peut-être plus utiles que d'autres. Je veux pas, je suis de droite par exemple, mais c'est un exemple un peu qui peut faire réagir. Mais quand vous faites une transition de genre, c'est complètement remboursé. Quand vous allez chez le dentiste, chez l'ophtalmo, tout n'est pas remboursé. Donc je veux pas me faire des ennemis et attaquer personnellement ces gens-là, mais ça pose aussi un problème sur d'autres fondements. Que voilà, comment on dépense en fait? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je pense des fois des subventions de la région Bretagne, ils financent SOS Méditerranée. À la rigueur, si on était en PACA ou en Occitanie, c'est normal. Et il y a la Manche à côté. Donc, effectivement, je ne sais pas s'ils vont le reconduire dans le budget. Stéphane de Célier-Dupin pourra mieux vous en parler que moi, puisque... Il était notre invité en début de semaine. Très informé là-dessus. Mais effectivement, ça pose un problème de la dépense à tous les niveaux, à toutes les échelles. Donc, il faut repenser notre système pour justement aider ceux qui en ont besoin et investir. Parce que, voilà. Il nous reste 1 minute. Ça a été très vite, vous l'aurez compris, Kenzo Raoult. Il va y avoir des élections très importantes. Je parle de LR, évidemment. Vous êtes plutôt Bruno ou Laurent? Ce qui a posé problème avec la politique, c'est que on se dit, non, ils font plus rien. J'entendais justement encore Stéphane de Célier-Dupin qui disait, on est passé du ferme ta gueule à cause toujours. On a besoin d'une action. Aujourd'hui, il y a Bruno Retailleau qui mène une action. Bien sûr, il y a des difficultés, on n'est pas dans un gouvernement qui est forcément de notre couleur, mais la responsabilité lui a obligé à s'investir, à travailler malgré les difficultés. Donc moi, je soutiens avec passion Bruno Retailleau, j'ai confiance en lui. C'est un homme de droiture qui nous a toujours soutenus, qui soutient les jeunes, un homme moderne aussi, je tiens à le rappeler, et qui est plus qu'investi et qui n'a pas d'ambition mauvaise.
Voilà, qui a été un homme de radio aussi, on en parlera un jour. Merci infiniment Kenzo Raoult, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, le temps file, il y avait beaucoup de choses à dire. Vous reviendrez évidemment. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fondation Santé des étudiants de France, également trésorier et chargé de réalisation de l'association nationale Les Lycéens. Vous étiez en direct ce matin dans la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.